tiens beaucoup à ça, à me tenir en fait au carrefour et à permettre le dialogue. Voilà. Maintenant, voilà, c'est pour mon parcours à moi, mon ressenti à moi, ce que moi je retiens, ce en quoi moi je me sens haredi, c'est cette fidélité à la Torah des maîtres, c'est une importance et un immense respect pour l'étude et pour la pratique des mitzvot. Maintenant, je ne suis pas haredi au sens où je ne me sens pas obligé de me couper des juifs non religieux et des non-juifs. C'est pas ça que j'ai fixé dans mon profil à moi personnel. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé de moi. J'attends vos questions maintenant. Alors, la question c'est quel est ton rapport à l'État d'Israël comme entité, au sionisme, parce que le Haredim s'oppose au sionisme, mais ne reconnaissent pas l'État d'Israël, mais on parle de groupes de Haredim organisés, les deux souvent principaux. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses Voilà. Qu'est-ce que tu connais du sujet d'abord Voilà, c'est évidemment des questions que je me suis posées aussi. Pour moi, je veux dire ça, je le tiens de ma mère, Zéhrona Livracha, qui avait été une juive issue d'une famille très pratiquante, puis qui avait été dans la résistance, et qui a eu son parcours à elle, et qui me disait, la question du sionisme, elle se pose avant la création de l'État. Maintenant, il y a un État qui existe, c'est un fait, alors on est où on soutient cet État, où on ne le soutient pas, et là, pour ne rien vous cacher, je le soutiens. Je pense que c'est une chance pour le peuple juif, ça pose plein de problèmes, et je vais dire, plus on est vivant, et plus on a des problèmes. C'est-à-dire que, là aussi, évidemment, en France, en Rousse-Larrête, disons en France, être juif ne commande pas, on peut facilement être juif avec les autres, les questions partisanes ne se posent pas parce qu'il n'y a pratiquement pas d'enjeu. Plus il y a des enjeux, c'est-à-dire plus il y a de la vie, et plus il y a des discussions. Et donc les questions en Israël sont des questions. Je pense que alors, je ne parle pas de ce qui se dit au niveau des représentants politiques, qui à mon avis ne représentent pas qui ne représente pas vraiment le ressenti des populations. Je pense que la population harédite dans son ensemble se sent très israélienne. J'avais entendu même un rave faire l'observation, quand des harédim manifestent, ils montrent que ce sont des Israéliens. Parce que c'est typiquement, parce que si tu n'es pas citoyen d'un pays, si tu es complètement, on va dire, en marge, alors tu manifestes pas non plus. Manifester, c'est quelque part avoir le sentiment qu'on a des droits, et alors on devrait avoir aussi des devoirs, qui sont liés à la vie du pays. On est concerné par la vie du pays. Et là, la majorité des Haredim en Israël se sentent concernés. Je disais tout à l'heure à Ori que je donne un cours régulièrement à Bnei Brak, donc j'habite d'abord juste à côté à Givat Shmuel, et je donne un cours régulièrement à Bnei Brak, une population francophone qui n'est peut-être pas non plus typique, mais j'avais l'occasion d'étudier et de prier régulièrement au Kollel Chazon Ish, qui est un des temples en fait du monde haredi lituanien. Et je disais à comment, dans l'après-7 octobre, l'intensité des prières, des pleurs autour pour prier pour les Chayalim, pour les blessés, et pour tout ce qui s'y passait, avec un engagement qui n'était pas un engagement seulement de tfilote, mais d'organisation, de repas, d'aide, un sentiment intense d'appartenir au même peuple. C'était très visible. Ce sentiment,
a été, alors moi je dis, mais ça n'engage que moi, a été pollué par les enjeux politiques partisans. Où à un moment donné, la chasse aux voix a fait qu'on a voulu capter, alors du côté Haredi, on a voulu capter une mobilisation une mobilisation d'un côté, et du côté, on va dire laïque pour dire vite fait, capter une clientèle rapidement mobilisable anti-harédite. Et on a lancé à ce sujet la question, qui est une question clé, la question de l'enrôlement des harédim. Et là-dessus, cette question, elle a été tellement instrumentalisée qu'elle a appelé des réponses partisanes, des réponses d'institutions, des réponses stratégiques un peu comme quand on joue aux échecs, de position, qui ne représentent pas le ressenti des gens. Je vous le dis de façon claire, je voyais dans la presse cet octobre le regard qu'on portait sur quelqu'un qui portait un uniforme. J'allais dire, c'est une manière de, vite fait, de saisir les choses. Le regard était un regard d'admiration, d'attachement. Il y avait quelque chose qui avait bougé. Et puis après, sont venus les mots d'ordre de tous les côtés. Alors les mots d'ordre d'engagement du côté laïque qui réclamait l'engagement, et des mots d'ordre du côté des rabbinim, des hautes autorités du monde haredi, qui se sont positionnés violemment contre. Vous connaissez tout ça. Alors, on a en fait structurellement organisé, mis en place, j'allais dire, un drame, un déchirement. Et ce déchirement ne représente pas ce que sont les gens. Il y a des mouvements, je pense que pour le moment, c'est des mouvements, on va dire, souterrains, qui existent de la part d'une jeunesse qui se sent concernée, qui sent aussi que cette situation de ne pas faire l'armée, de ne pas faire d'études, de rester dans une sorte de grande limitation au niveau professionnel et au niveau économique, ne leur convient plus. Il y a quelque chose qui bouge. Et ces mouvements-là se font, j'allais dire, malgré les institutions. Mais bon, les institutions, surtout dans le monde haredi, les mots d'ordre sont forts. Donc c'est difficile de faire bouger les choses. Mais à mon avis, il y a des choses qui sont en mouvement. Le problème, c'est de ne pas casser et de ne pas empêcher les rencontres qui permettent de mieux comprendre les besoins, les sentiments des uns et des autres. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que vous ne pensez, enfin, je suis totalement d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez qu'un dialogue encore plus ouvert aiderait les Haredim? Parce que on avait un programme à l'époque où je travaillais à Bar-Ilan, où les Haredim qui voulaient sortir de leur cercle, mais voulaient rester Haredim. Et on leur apprenait. Malheureusement, il y a un seul programme comme ça en Israël. Je ne sais pas s'il existe encore. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup, comme vous le dites, il y a beaucoup de Haredim qui veulent faire l'armée, d'ailleurs qui la font. Et je pense qu'en tant que, on va dire Hilonite, mais pas Haredi, je pense qu'au contraire, on doit les aider à s'intégrer avec nous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pas forcément besoin de micro aussi. Si on a besoin de micro, c'est mieux. Non. Bon, écoutez, vous avez raison, c'est vers ça qu'il faut aller. Et il y a quelqu'un dont je suis pas directement proche, mais proche de proche, qui fait beaucoup de choses à ce sujet, c'est le Rav David Leibel, vous avez peut-être entendu parler. Il a dans ses collègues des gens qui sont au collège le matin et qui reçoivent des formations professionnelles l'après-midi. Des chefs de famille, la quarantaine, la trentaine, la quarantaine,
en charge de familles nombreuses qui font des formations. Et de la même façon, il a lui aussi ouvert des programmes avec l'armée où on peut faire l'armée et on est respecté en tant que Haredi. Mais il le paye aujourd'hui très cher, c'est-à-dire qu'il est sous surveillance policière. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyous qui en ont fait, qui l'ont transformé qui l'ont caricaturé comme quelqu'un qui est en train de rompre la ligne. Voilà, on avait une position et il y a un gars qui nous a tout cassé en ouvrant la voie, en le voyant comme quelqu'un qui crée une brèche dans la forteresse, vous voyez. Mais des gens comme lui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, à un moment donné, je pense que ces choses-là vont nécessairement se faire, ne serait-ce que par l'importance démographique qu'il y a, qui fait qu'il y a des nécessités. Je veux dire, je ne suis pas prophète, mais j'ai vu comment, par exemple, le discours, on va dire, pour prendre un exemple, le discours par rapport à la Aliyah, des Haredim, là je suis bien passé pour en parler, il y a 30-40 ans, a complètement changé. Le discours sur vivre en Israël a complètement changé. Alors, certes, si vous allez voir un Rav Haredi lambda, il vous dit, c'est bien, vous faites votre Aliyah, mais attention, il faut prendre des précautions pour vous mettre dans un endroit de Torah. Donc, si vous voulez, ils accompagnent le mouvement en mettant des bémols. Mais si vous les aviez entendus il y a 30 ans, ils auraient eu un autre discours complètement. Les discours changent. Je pronostique que dans 30-40 ans, les autorités rabbiniques diront « mais c'est une mitzvah de combattre ». C'est une mitzvah de défendre son pays et son peuple. C'est d'ailleurs marqué dans la Torah. Mais les mentalités travaillent avec de l'existentiel. Simplement, il ne faut pas créer de rupture. Et là, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui et on va dire le clash, on va dire, les grandes oppositions ont été renforcées, j'en parlais tout à l'heure avec Nicole, avec sur ce phénomène des tensions et du côté partisan politique de la société israélienne, s'est greffé le phénomène des 5 campagnes électorales. On a eu, avant le 7 octobre, 5 élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 3 mois, toute une population qui est abreuvée de discours partisans qui expliquent que les autres, ils sont mauvais. Et c'est comme ça que ça fonctionne là. Les élections en Israël, c'est très chaud. Pour vous dire, on sent, c'est le bouillonnement. Et normalement, il y a les élections, on a dit des choses terribles sur le camp d'à côté, et puis les élections sont passées et on retrouve son calme. Oui, mais là, il y a eu une boucle d'élection sur élection, sur élection, sur élection, avec à un moment donné une coalition un petit peu hétérogène autour de Bennett, de Naftali Bennett, qui a fait grincer les dents de tous les côtés, qui a fait aussi des choses très bien à mon avis, mais voilà. Il y a de tout. Moi j'ai trouvé ce qui était intéressant dans cette coalition Bennett, c'est vraiment une parenthèse, qui a été honnie par les Haredim à ce moment-là, et par beaucoup de monde qui se sont trahis, hein. À juste titre, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas évident. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous aviez une coalition de gens qui sont très différents les uns des autres et qui ont dit on va avancer sur ce qui est le sujet commun et non pas avancer sur ce qui nous divise et sur lesquels on n'avance pas. Or, il faut voir que le trou noir de la vie politique en Israël, c'est la question des territoires et de la paix, sur lesquels on n'avance pas et sur lequel les autres sujets n'avancent pas non plus. Quand
tu enlèves du discours un sujet sur lequel on ne peut pas avancer parce qu'on est profondément divisé, tu peux avancer sur d'autres sujets. Et je pense que ce modèle, moi je rêve à quelque chose qui serait une coalition gouvernementale plus large que celle-là, où on fasse cette éthique de parler de ce qu'on peut faire ensemble et de cesser de parler de ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Et là, il y a eu en tout cas une marmite à pression. Durant 5 élections, ça fait en fait 7-8 ans, pendant laquelle la société israélienne a été soumise à un bouillonnement intense qui a amené à l'avant 7 octobre. Et ce bouillonnement a été encore aggravé avec l'histoire du corona. Puisque pendant une partie, la marmite, non seulement elle était à pression, mais il y avait un double couvercle. Il y avait Corona, avec les mesures d'éloignement, avec ceux qui se vaccinent et ceux qui ne se vaccinent pas, ceux qui mettent le masque et ceux qui ne le mettent pas, ceux qui observent les distances de sécurité, et tout le monde s'est accablé que l'autre était le responsable de la pandémie ou le responsable de l'échec ici ou là. On cherchait en fait des responsables. Et donc ce climat est extrêmement défavorable à un dialogue et à une compréhension saine des problèmes et des solutions. Et je pense que l'après, moi j'espérais que l'après 7 octobre soit l'ère où on avance sur les problèmes sans diaboliser, sans dramatiser, en cherchant des solutions. Et ça a eu lieu à un moment. Et puis on a été rattrapé par la puissance des partis politiques, qui à mon avis jouent leur carte là-dessus. Et il faudra que ça avance. Voilà, c'est ma prière. Je suis un juif croyant. Et je dis que quand je vois le peuple d'Israël aujourd'hui, avec ses réalisations, avec son regroupement, avec sa richesse et sa diversité, avec sa fécondité économique, scientifique, culturelle, je me dis, on va avancer. Et ces problèmes-là, on trouvera des solutions. Vous savez, il y avait à propos de Haredi par Haredi, il y avait un poème d'Agnon où il parlait des gens. Il dit la population se divise entre les gens qui ont la tête couverte et ceux qui n'ont pas la tête couverte. Alors dans son poème, il dit, alors il y a les dents qui portent une kippa tricotée, il y a les gens qui ont une kippa en tissu, puis il y a les gens qui ont un chapeau, et puis il y a les gens qui ont tel chapeau et pas tel autre, et il y a les gens qui ont le Schreimel, et il y a les gens qui ont le Sputnik, et il y a les gens, etc. Et puis il dit, et puis même parmi ceux qui n'ont pas la tête couverte, il y a aussi toute cette façon de ne pas avoir la tête couverte. Alors c'est vraiment l'humour d'Agnon, et c'est ce qui fait le peuple juif. On a cette diversité qui est en nous, il s'agit de la négocier au mieux. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie d'un sioniste religieux? Qu'est-ce qui différencie d'un sioniste religieux? C'est une bonne question. J'en suis pas très loin. Si vous voulez, c'est surtout le fait que je refuse de m'éloigner, ou on va dire me désolidariser ou un truc comme ça, du monde haredi. Ça fait partie de, si vous voulez, j'ai une fidélité au rabbanim et à quelque chose d'important qui se passe dans le monde haredi, dont je ne veux pas me détacher, même si je ne suis pas d'accord avec ce que dit le mainstream du monde haredi. Et qui me rapproche, on va dire, beaucoup du monde sioniste religieux. C'est-à-dire, j'ai un respect pour le monde haredi que pas toujours on a dans le monde sioniste religieux. Oui. Dans les élèves des yeshivot sionistes religieuses ont des problèmes actuellement par rapport aux Haredim, justement parce qu'ils partent constamment en Milouim. Je sais bien que
Il y a des jeunes gens de Tel Aviv qui vont pas plus en Milouim que les Haredim. Mon Et fils ce Tel sont- Avivien est en Milouim actuellement. Et ce sont Et il quand n'est pas même le seul. toujours les mêmes qui repartent. Ils ont des études interrompues, du boulot interrompu, et ce sont presque toujours les mêmes, à part de Vous avez raison. Vous avez raison. Il y Et a j'ai un- l'impression que le fossé, du coup, s'agrandit entre les sionistes religieux qui font l'armée et les Haredim qui ne la font pas. Oui, en fait. Sauf exception. Oui, vous avez raison. C'est le problème. Il y a ce qu'on On appelle est en guerre. quand même. le chivion amnetel, la question de l'égalité dans la prise en charge est une question fondamentale. Et Est une urgence. question. Et l'urgence est une question fondamentale. Mais ce que je veux juste dire, et donc le ressenti d'un sioniste religieux qui s'engage, avec les pertes qu'il y a, les blessés, les morts, est énorme. Le ressenti d'un non-religieux aussi qui fait le même effort, etc. C'est des vraies questions. Il ne s'agit pas de les justifier. Et donc le ressenti est là, ça fait partie bien sûr, ça fait partie du problème. Mais si on veut arriver à une résolution du problème, Oui, il y a une- il faut agrandir, ouvrir, et c'est ce qu'il faut faire. Et Maintenant, le ressenti que vous dites est juste, il est très respectable. Et il ne faut pas aussi des mesures économiques, parce que ce dont vous parlez, et j'y adhère, que dans 30 ans, vous avez vu ce qui s'est passé il y a 30 ans, et que les perspectives il y a 30 ans, ça peut aller vers le mieux, mais il y a urgence. Oui, donc il faut Donc des accélérer. mesures économiques que vous imaginez, auxquelles je pense, pourraient permettre d'accélérer le processus Alors, de façon brutale. alors, comment faire avancer? Il y a l'histoire de la carotte et du bâton. J'ai l'impression que le bâton ne marchera pas. Parce que l'effet bâton va raidir sur le monde. L'idée qu'on va, on va dire, asphyxier la population harédite pour les contraindre à s'engager ne marchera pas, va augmenter la perception de la société civile israélienne comme une société ennemie dans laquelle finalement on n'a rien à voir. Voilà, c'est mon côté un petit peu pédagogue. Je crois plus à la carotte, je crois plus aux représentations de gens exemplaires, par exemple du monde Haredi, qui ont fait l'armée et qui valident un peu ces choses-là. Il y a toutes ces opérations à la fois d'encouragement, de communication qui peuvent faire leur chemin. Je crois plus à ça. Mais je suis pas bon pour ça. Mais en fait, je partage votre truc. Je comprends l'urgence. Je suis d'accord avec vous. Oui, je voudrais aussi poser une question, mais basée sur une certaine analyse, qui d'ailleurs a été émise par aussi un Haredi de Bnei Brak, mais qui est aussi marginal, et un Haredi qui a quitté le monde Haredi mais qui a vécu avec longtemps. Et alors ils disent, ce qui se passe en Israël, c'est que le monde Haredi, il a une autonomie en dehors de l'État. Il a son système scolaire qui est complètement indépendant, il a son mode de vie qui est complètement indépendant, il a dans ses municipalités aussi un certain pouvoir, etc. En tout cas, ils ont un mode de vie indépendant qu'ils gèrent par eux-mêmes, et ceux qui décident sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, ce sont les rabbins. Ils ont leur bête et mishpat, ils ont leur leur jugement. Tribunaux. leurs tribunaux. Ils ont leurs tribunaux à eux, c'est-à-dire que même la justice israélienne Ne peut rien. ne rentre pas, n'y touche pas. C'est-à-dire qu'ils ont une vie autonome dans le cadre de l'État. Et ce qui se passe, c'est que ça arrange tout le monde.
l'État est bien content de leur donner de l'argent pour recueillir leur appui au gouvernement, aux élections, etc. Et de ne pas avoir affaire à tous les problèmes, à gérer tout ça, oui. Alors pour l'État, ça va, c'est très pratique. Il continue à permettre qu'on étudie qu'ils étudient ce qu'ils veulent, voilà, c'est pas ce qu'ils veulent, etc. Et pour les Haredim, c'est bien, ils ont leur autonomie, ils reçoivent l'argent, c'est ce qu'ils ont besoin pour gérer tout ça, pour faire fonctionner tout ça. Donc il y a une situation qui, pour le monde politique, a des avantages pour tout le monde. Le problème, c'est que pour la société israélienne, le prix est cher. Voilà, c'est ça. Le prix est cher. Plus de 50% des Haredim ne travaillent pas. C'est les dernières. Ouais, alors Oui, enfin j'ai plus ou moins. Enfin, c'est pas grave si c'est à 2-3% de différence. Ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas à l'armée. Ils ne payent pas. Ils payent peu d'impôts. Ils payent très peu d'impôts, Il y pratiquement a pas. même une économie. Ils reçoivent beaucoup de Ils subventions. reçoivent beaucoup de subventions. Voilà, et bon, j'ai même entendu une anecdote dernièrement que les Haredim, pendant des années, ils voulaient leur municipalité à eux. C'est-à-dire qu'ils créaient leur ville avec leur municipalité, etc. Et ils se sont aperçus que le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça parce qu'il n'y a pas d'impôts locaux. Donc aujourd'hui, la consigne est d'aller dans des villes qui existent, où il y a une majorité de laïcs, pour pouvoir être... Oui. Je te dis parce que dernièrement, justement, il y a un groupe de Haredim qui se sont installés à Naria et que c'est nouveau et qu'on dit, voilà, ils ont reçu la consigne de s'installer là-bas pour... voilà. En tout cas, vis-à-vis surtout de cette question d'autonomie, comment tu vois ça? Oui, je vais te dire un truc. D'abord, je vous conseille, il y a une vidéo avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, de quelqu'un que vous allez entendre qui est Gabriel Lévy, qui a fait une vidéo dans laquelle il discute avec... Gabriel Lévy, c'est celui qu'on c'est rencontre. votre prochain invité. Ouais. C'est un ami pour vous dire, donc, parce que j'ai aussi commis quelques vidéos sur Chauffard. Chauffard, c'est celui qui a créé Chauffard. Ouais. Sur Chauffard avec lui, donc c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais il a une analyse du monde haredi avec quelqu'un, un contradicteur qui fait le contradicteur, quoi, qui est informé. Et c'est intéressant. Ce que moi je retiendrai de ce que tu dis, Henri, c'est effectivement la scission qu'il y a globalement entre les besoins du système politique et les besoins de la société. Et en fait, il y a là de façon aiguë, quelque chose qui ne se corrige pas correctement. Le système politique a ses lois que la raison n'a pas. Et donc on arrive à, comme tu dis, à des aménagements ou à des stratégies qui font pas forcément le bien de l'ensemble de la population. Je pense que c'est pas ce que tu dis sur le monde du travail, pas tout à fait exact. Gabriel Lévy, bon, il discute un petit peu de ça. Il dit d'abord, les femmes travaillent. Les femmes travaillent, et donc c'est elle qui. Et maintenant, chez les hommes, c'est pas 50%, 100% des femmes, mais 0% des hommes. Donc, il y a un peu plus que ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui travaillent, ne serait-ce que, pour vous dire, une ville comme Desbraques, c'est une ville qui est relativement chère. Et pour y vivre, il faut travailler. C'est pas les subventions qui, au niveau qui coûtent beaucoup à l'État, mais qui sont minimes du point de vue du budget d'une famille, qui leur permettent de se maintenir. Donc il
il y a aussi une activité économique. Le Rav Gabriel Lévy relevait que c'est pas tellement le problème qu'il travaille pas, c'est que même quand il travaille dans quoi? Dans l'éducation, dans des trucs qui ne génèrent pas énormément d'argent. Aussi, le high-tech maintenant. Alors, dans une économie parallèle, mais ça c'est marginal. À Bnei Brak, beaucoup de high-tech actuellement. Alors maintenant, il y a le high-tech. Et ben ça, c'est la stratégie du Rav Lebel. Absolument. Du Rav Lebel, qui est en train de changer la donne. Et maintenant, les Surtout à femmes Bnei Brak. du monde Haredi Oui. ont délaissé l'enseignement, ce qui va être plus tard un problème pour l'enseignement, parce que le drame, à mon avis, c'est le prof qui parle là, le drame, à mon avis, c'est que l'enseignement n'est pas assez bien rémunéré. Du coup, on a tout le côté social, infirmière, assistante sociale, éducateur, qui travaillent effectivement, mais qui n'ont pas de masse salariale importante. Et j'allais dire, c'est pas forcément un défaut, mais c'est un problème de système. Pour vous dire que pendant les élections, je dirais pas quel parti, il y a quelqu'un, j'ai entendu une conversation entre un représentant du parti, une des 5 élections là, qui disait, on habite, alors c'était pas des Haredim, on habite dans un moshav, ma femme, elle est éducatrice, moi, je suis un agriculteur, on gagne peu et pour les soins médicaux, etc., on est complètement exclu du système. C'est pas normal, on est au centre de la vie. Quelqu'un qui s'occupe d'éducation et quelqu'un qui s'occupe d'agriculture, il est normalement au centre de la vie du pays, et on est exclu. Et le gars répond, cache en pleine période électorale, donc normalement, t'es séducteur, t'essayes de dire des choses que l'autre attend. Il fait aucun effort. Il dit, vous avez choisi de vivre une vie de pauvreté, c'est votre problème. Comment on peut répondre ça? Et là, il y a quelque chose, là, je dis, si c'était la société réelle, pour prendre un terme moderne, qui gérait les questions, il y a là des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut savoir, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais les gens sont très inquiets. Une des choses qui fait la richesse d'Israël aujourd'hui, c'est sa fécondité en technologie, en inventivité technologique. Et les gens disent cette fécondité en inventivité technologique vient d'un moment où l'État d'Israël misait énormément sur l'éducation. Et aujourd'hui, on mise beaucoup moins sur l'éducation. On est en train de faire maigrir la poule aux œufs d'or. Donc, vous voyez, ça c'est des questions sociétales. C'est des questions de travail, d'association, auxquelles il faut réfléchir pour donner des règles, effectivement, qui fait que la société elle-même aille vers le bonheur. Mais pour le moment, oui, il y a tous ces problèmes, c'est sûr. Il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique, je ne vais dire pas de la politique, Non, mais du politique. du politique. Begadol. À mon avis, on n'y arrivera que quand on aura une coalition gouvernementale large qui se libère du jeu des petits partis pour avoir des idées grandes. Et par rapport à excusez-moi. Il faut qu'on change le Par système électoral. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. C'était ma question. Je suis désolée. Il faut changer le système électoral. C'est ça en fait. C'est ma question. Je suis désolée. Je vous ai interrompu, je suis désolée. Ouais, non, j'écoute. Non, c'est bon. C'était ma question, c'est de savoir changer le truc électoral. Est-ce que c'est possible ou pas à l'heure actuelle? Moi, je pense que ça va venir. Ça va venir? Je pense. On n'a pas entendu la question. Est-ce que le système électoral pourra changer? Moi, je pense que ça peut pas continuer comme ça. Hein, Mais ça fait longtemps des années qu'on en Ça parle. fait longtemps qu'on dit ça et ça n'a pas changé. Ça continue. Mais je pense que maintenant, on atteint des situations insupportables. Et donc, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est mon intuition, hein, encore une fois. Là, je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Mais
il y a trop d'éléments extérieurs aujourd'hui pour que ça n'avance pas plus vite. C'est-à-dire qu'avec la guerre qui est quand même sous-entendue, avec justement les Haredim qui essayent de vivre en autarcie de plus en plus pour empêcher toute une partie de l'équité, avec la communication des réseaux sociaux, même si un certain nombre les empêche de pouvoir s'exprimer, il y a quand même des messages qui passent, et compte tenu de tous ces éléments, la société bouge, et bouge très vite, mais sans véritablement, je dirais, guide. C'est-à-dire, elle pousse toute seule dans différentes directions. Il n'y a pas de direction prévue. Oui, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, le vox populi va devenir un vox dei. À un moment donné, cette voix d'en bas, elle va monter. Je pense que ça peut pas. C'est mon intuition. Je vais vous dire que moi, avant le 7 octobre, je faisais des cauchemars sur ces scissions et ce déchirement de la société israélienne. On se souvient là de Yom Kippour avant et tout ça. Tous ces actes comme ça qui disaient quelque chose, je me disais, mais on est un tout petit peuple entouré d'un océan d'ennemis, on ne peut pas continuer à se déchirer comme ça. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. Et je continue à me dire qu'il faut que les choses bougent. Et je pense, très modestement, que les rencontres, c'est ce qui peut faire bouger les choses. Je pense qu'il faut investir sur ces choses-là et investir sur les voies, les solutions de sortir, les valoriser, les estimer. Et voilà, je suis, on va dire, un éternel optimiste. Je pense qu'à un moment donné, on va trouver l'équation. Mais cette question-là, en fait, elle est une question centrale. Si vous regardez l'historique du peuple juif, elle est une centrale. Un jour, on m'avait demandé de faire une conférence sur du management. Non, c'est pas tout à fait mon métier. Je me suis un peu renseigné. Et j'étais tombé sur une étude américaine. Alors, les Américains, ils n'ont pas les tabous des Français. En France, vous ne pouvez pas faire des statistiques sur les différentes ethnies, puisqu'il n'y a qu'un seul citoyen français. Et tenter de faire quelque chose de comme ça, c'est tout de suite considéré comme du racisme. Aux États-Unis, on sait bien qu'il y a les hispanophones, les anglophones, etc., etc. Et alors je disais, conseille un chef d'entreprise. Si vous avez dans votre entreprise, je me souviens, des portoricains, vous allez avoir de la gaieté, vous allez avoir de l'ambiance, mais vous aurez tel et tel problème. Si vous allez avoir des WASP, on va dire des protestants, vous allez avoir telle qualité de ponctualité, etc. Mais vous allez avoir tel et tel problème. Si vous avez des juifs, alors le gars a dit, bingo, vous allez avoir des ressources énormes, d'inventivité, de création, de dynamisme, d'autonomie. Mais vous allez avoir un problème. Ils ne savent pas accepter la décision collective si ce n'est pas la leur. C'est conseil au chef d'entreprise. Ce gars-là, il a vraiment bien observé, c'est notre problème. Et maintenant, on est là tous ensemble, il faut qu'on avance sur ce problème. C'est l'enjeu. Et Rami nous dit que les deux temples se sont effondrés là-dessus. L'exil et les malheurs, j'allais dire, du peuple juif sont énormément liés à cette difficulté à voir ce qui est commun plutôt que de se déchirer sur ce qui ne se fait pas. Et je pense que c'est à l'heure et il faut que ça avance. C'est ma prière, en fait. Les Haredim disent que leur participation à l'effort d'Israël vient du fait qu'ils étudient la Torah, etc., et qu'ils prient. Et que c'est leur manière de participer. Oui.
à l'effort et que c'est peut-être grâce à ça qu'il y a des réussites, il y a des victoires, etc. Que penses-tu de cet argument? Je pense que c'est un argument interne, on va dire. C'est un argument interne. Vous connaissez la blague du gars qui a sa fille qui est mariée avec un type qui n'a pas bien sa vie. Alors, au bout de quelques mois, il y a un ami du beau-père qui vient voir et dit « Alors, comment ça marche avec ta fille ?» Comment tu t'entends avec ton gendre? Je m'entends trop bien. Il me prend pour Dieu. Pourquoi? Quand je lui demande, mais comment tu vas faire avec ça? Et maintenant vous allez avoir des enfants, et comment tu vas financer? Et quand on dit, Dieu il pourra, Dieu il pourra. D'accord, c'est excellent. Je la connaissais. Et encore des questions? Alors, sinon, je pose la dernière. C'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai entendu par un ancien Haredi, qu'on lui a demandé, mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Il a dit, la seule chance que ça change, enfin, dans les années à venir, je ne parle pas dans 30 ans, oui, c'est qu'il y ait un gouvernement sans les Haredim, et que tout ce qui n'est pas lié à l'ensemble mamlarti, c'est bon, ce qui n'est pas étude selon les règles, ce qui n'est pas engagement à l'armée, ce qui n'est pas vie de travail, etc. Les consignes de l'État. Il ne suit pas un minimum. Ouais, Les consignes essentielles de l'État ne sont pas rémunérées. Il n'y a pas d'argent qui arrive là-bas. Et il justifie ça en disant, en 2003, quand Netanyahou, le même Netanyahou, était ministre des Finances, il avait supprimé une grande partie des allocations aux hommes qui ne travaillaient pas, les allocations aux familiales, etc. Et après quelques années, 2-3 ans, le nombre de Haredim qui travaillaient a beaucoup augmenté et le nombre d'enfants par femme a diminué. Et ça a donc montré que ça avait une certaine efficacité. Le problème, c'est que le même Netanyahou est revenu au gouvernement quelques années après, il avait besoin des Haredim, il a annulé toutes ces consignes. Alors, ce que dit ce jeune, il me dit, tant que le gouvernement fera passer de l'argent à tout le monde, chez les Haredim, et en telle quantité, il n'y a aucune chance que ça change. Le seul moment où ça changera, c'est quand on arrêtera d'alimenter tout ça. À mon avis, moi, c'était un peu la question de monsieur avec la carotte et le bâton. Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement, on va dire, au niveau du rapport au travail, il y a peut-être quelque chose qui va bouger, mais au niveau de l'armée, certainement pas. Ça va faire l'effet contraire sur l'armée. Parce que ça va renforcer la représentation de la société civile comme une société ennemie. Mais je crois plus à des stratégies d'ouverture de Yéridot, Harediot, de ces multiplications de ces filières. Ça peut être fait en parallèle. Qui soient faits. Je vais vous dire, il y a un autre sujet qu'on en parle qui n'est pas tout à fait le sujet du monde Haredi, mais qui est exemplaire. C'est le statut, on a parlé tout à l'heure du sionisme religieux, qui lui s'engage pleinement dans la guerre, qui paye on sait aujourd'hui qu'il paye le prix fort dans cet engagement, et qui n'a pas de représentation au niveau. Il y a ce qu'on appelle un plafond de verre dans l'élite de l'armée. Ils passent pas, ils sont pas approuvés par l'élite. Eux-mêmes, les sionistes religieux, ont un petit peu le sentiment que puisque c'est une mitzvah de combattre, on y va, mais quand il s'agit de donner la tutelle, ce qui se passe autour de David Zini aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Je ne rentre pas dans l'affaire elle-même, bon, je ne suis pas compétent, mais dans ce qu'on ressent.
il y a là quelque chose, qui est que le religieux, on va dire, au niveau le plus large, il n'est pas vraiment. On veut bien l'utiliser, mais pas vraiment. Je pense que ces représentations, d'avoir à un moment donné des généraux qui soient des généraux qui puissent aussi porter une kippa, c'est des choses qui peuvent faire bouger énormément de choses. Non, ça c'est un silence au jeu. Maintenant, du point de vue d'un Haredi, voir ces enfants, même s'ils vont dans une section, on va dire section aménagée, savoir que les grandes décisions sont prises par des gens qui peuvent être complètement indifférents, voire hostiles à la question religieuse, ça leur fait peur. Il y a beaucoup de choses dans les représentations. Il y a beaucoup de choses qui vont, à mon avis, bouger, qui ont peut-être déjà commencé à bouger. Voilà ce que mon ressenti encore une fois. Est-ce que vous pourriez évoquer ce qui se passe du point de vue de la différence Ashkénaze-séfarade dans le milieu haredi? Scolaire. Haredi, dans le milieu haredi. On ne voulait pas aborder. C'est une très bonne question. J'ai gardé ça pour la fin. Personne n'est parfait, moi je suis Ashkénaze. Et ça me déchire les tripes. Ce résidu de polémique. Même pas C'est pas de la polémique, polémique. de rejet ou de dévalorisation de celui qui appartient pas à ton machin. Bon, c'est un truc entre les chassidim et les mitnagdim, c'est un sujet. À l'intérieur des différentes chassidoutes, c'est un sujet. Alors les sfaradim aussi. Globalement, mais là, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est au cœur du monde de la Torah. Globalement, charedim et sionistes religieux aussi, la capacité il y a quelque chose qui se joue, la capacité à estimer et à respecter des rabbinim qui ne sont pas de ma couleur de kippa. Je pense que ça, c'est une clé. Je pense qu'elle peut avoir des conséquences incalculables. À mon avis, plus urgent que la construction du temple de Jérusalem, la construction d'un Beit Din Hagadol, d'un Sanhedrin, où les différentes couleurs de kippa, respectueuses de la halakha, soient respectées et entendues avec estime et respect, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences incalculables sur l'ensemble du problème. Parce que il y a, par exemple, dans le monde sfarade, il y a une ouverture historique plus importante à la société civile, et il y a beaucoup de gens qui ont pensé ce que disait moi à l'époque à Strasbourg, j'ai entendu Rav Aram Frankel, M. Frankel, vous avez peut-être entendu parler de lui, donc qui était le directeur de l'école d'Orsay après Manitou, qui vivait à Strasbourg, qui me disait, on va dire, le judaïsme ashkénaze, le judaïsme d'Europe de l'Est, en fait, a développé une étude très pointue avec des gaonim, mais dans la dispute. C'est-à-dire, c'est un climat extrêmement polémique. Et le monde séfarade a développé un rapport de l'étude qui était moins clivant, moins polémique, et qui avait plus ce sens de l'unité. Alors il disait, je me suis dit qu'en Israël, les deux courants vont se retrouver et vont se apporter chacun à l'autre sa qualité. Bon, je pense que c'est en route. Mais on est au début de la route. C'est l'optimisme. Oui, mais dans les écoles... les écoles ashkénazes n'acceptent pas des élèves séfarades. Ça, c'est une sélection à C'est ça le l'entrée. drame. Par exemple, le connu du Rav Gabriel Toledano, un grand monsieur, un grand homme de la Torah, c'est qu'on est dans l'arabe. Il s'est présenté, je crois, à Polyvitch, une des grandes yeshivot lituaniennes, prestigieuses et très sélectives.
Et il a été reçu pour la Bérina, pour l'examen, et puis on lui a dit non, on ne peut pas te prendre, sans vraiment expliquer pourquoi. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai. Vous ne pouvez pas me prendre parce qu'il y a un quota de Sfaradim. Alors il est rentré dans le Beth Midrash, il a pris une valise, et il a enlevé le Rambam, le Ritba, le Rashba. Il a dit, eux aussi, ils sont Sfarad, ils ne devraient pas être dans ce Beth Midrash. Il a été reçu à Poigny, c'est un peu une fois cette histoire. Il a fait un coup de pression. Nous allons remercier Raoul, alors même s'il n'était pas représentant exactement du camp du camp des stéréotypes orthodoxes, il nous a quand même présenté une réalité intéressante et un ressenti très touchant. Merci.